Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ce webinaire. Vous êtes en direct du nouveau webinaire du mois de mars de Culture RH. Alors, j'attends de voir dans le chat si ça s'anime un petit peu, si vous êtes bien connectés. Faites-nous signe pour nous dire que vous êtes là, comme ça me confirmera que tout fonctionne. Alors, je vois Anne-Caroline qui nous dit bonjour, donc c'est que ça marche. Angélique, Déborah, ça y est, ça pianote. Bon, mais ça y est, c'est parti. Vous êtes bien connectés. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition et pour parler d'un sujet en plus qui, je pense, n'a peut-être pas encore été abordé sur Culture RH et pourtant c'est un sujet clé, un sujet très important puisqu'on va parler du retour de longues absences d'ailleurs, il y a la liaison quand même, et comment réengager les collaborateurs après une longue absence, donc tout un sujet qui j'espère vous passionnera. Vous pouvez déjà nous dire dans le chat pourquoi vous êtes venu aujourd'hui, pourquoi ce sujet vous a interpellé. On est là pour à peu près 3/4 d'heure ensemble. Comme toujours, je veillerai à me faire le relais de vos questions et de vos réactions. Donc, sentez-vous à l'aise, sentez-vous libre de réagir. Et puis, bien évidemment, on gardera du temps à la fin de ce webinaire pour revenir sur vos questions, si jamais des questions sont restées en suspens. Alors aujourd'hui, pour aborder ces sujets, et je vois Colani qui nous dit pour l'opportunité d'apprendre sur le sujet, eh bien voilà, bienvenue à vous Colani. Alors aujourd'hui, on a non pas une, ni deux, mais 3 intervenantes pour aborder ce sujet, et pas des moindres, puisqu'on a parmi ces personnes des personnes qui sont expertes de ce sujet et d'autres qui ont d'ailleurs vécu ces sujets-là et qui pourront nous faire des retours d'expérience. Du coup, je vous invite à vous présenter. Alors, je donne la main à qui je fais dans l'ordre de ce que je vois, et je vois d'abord Géraldine, moi, sur mon écran. Alors, Géraldine, je t'invite à nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais de beau et puis pourquoi tu es là aujourd'hui. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Géraldine Puisidia. Je suis DRH du groupe Tremblay depuis 18 ans. Et nous intervenons dans le secteur du transport routier de marchandises. Et depuis toujours, depuis que j'ai créé ce service RH, j'ai souhaité apporter un soin particulier à l'accompagnement de nos collaborateurs, et notamment quand ils traversent des situations difficiles. Donc, il s'est avéré que j'ai eu l'opportunité de rencontrer Cécile lors d'une matinale RH qui m'a fait part du formidable outil qu'elle a développé, et ça m'a donné des idées, et du coup, j'ai fait appel à Cécile ensuite pour accompagner 2 de nos collaborateurs. Donc, voilà pourquoi je suis là aujourd'hui, pour partager avec vous cette expérience. Super. Bon, comme ça, on aura du retour très concret. Et je sais que l'audience, en général, c'est ça qu'elle veut quand elle vient sur des webinaires, repartir avec des exemples concrets et inspirants. Du coup, tu as évoqué le prénom de Cécile. Merci Géraldine. Et je propose à Cécile de prendre la suite, alors, dans la logique des choses. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Cécile. J'ai créé donc la méthode Ça ira encore mieux demain. Vous vous doutez bien que on crée pas un outil pour le retour des longues absences si il n'y a pas une histoire personnelle derrière. Et du coup, voilà, moi j'ai un parcours de salarié pendant 20 ans à différents postes, notamment celui de manager, mais j'ai connu à 2 reprises la maladie puisque j'ai eu un premier cancer à 28 ans et une récidive à l'aube de mes 40 ans. Et le constat, c'est que même si j'étais en capacité, je n'ai pas pu reprendre mon poste de travail. Et la deuxième fois, c'était un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi, qui m'a réaccueilli. Et là, je crois que j'avais cette idée de créer quelque chose pour les compagnons de maladie, mais aussi pour les managers, parce qu'il y a une grande solitude face au sujet de vulnérabilité. Et je pense que quand on l'a soi-même vécu, on est les meilleurs porteurs de ce genre de projet pour le coup. Donc merci à toi Cécile d'être là aujourd'hui et de nous partager des clés d'experte sur ce sujet. Et je donne la main à Marie alors. Marie, qui es-tu? Que fais-tu? Pourquoi tu es là aujourd'hui? Dis-nous tout. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis la DRH de Carmila. Donc, Carmila, c'est la 3e société cotée de centres commerciaux en Europe. Et j'ai voulu vous faire part de mon expérience en tant que mère, puisque moi, j'ai 3 enfants que j'ai eu pour certains il y a bien longtemps. Et en fait, mon vécu m'a permis derrière de mettre en place des actions sur notamment tout ce qui concerne donc les retours de congé maternité chez Carmila. Et je le fais avec l'aide et le soutien de Cécile. Et on y reviendra tout à l'heure. L'accompagnement mis en place répondait parfaitement à moi ce que je cherchais et ce que j'aurais aimé avoir il y a déjà maintenant 20 ans. Voilà.
Super. Bon, ben, on va être bien servi, je crois, aujourd'hui sur les nombreux exemples que vous allez pouvoir nous partager. Je vois dans le chat des personnes qui réagissent déjà à la question que j'ai posée du pourquoi est-ce que ces personnes sont venues aujourd'hui. Et on a Isabelle qui nous dit qu'elle a été confrontée à des retours un peu délicats. Donc, on imagine un petit peu, du coup, enfin, j'imagine en tout cas qu'elle vient certainement chercher des réponses qu'elle n'avait peut-être pas au moment où il y avait ces retours délicats. Et puis Mel qui dit nous sommes, je pense, tous confrontés à de plus en plus d'arrêts longs, pardon. Donc besoin d'apprendre de nouvelles compétences. Et puis pour Culture RH a déjà répondu, mais oui, il y aura bien un replay qui sera envoyé automatiquement dans votre boîte mail à l'issue de ce webinaire. Du coup, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. On a plein de choses à aborder aujourd'hui. Et peut-être déjà un premier sujet avec Cécile, peut-être pour clarifier et pour contextualiser, à partir de quelle durée d'arrêt on estime qu'il y a effectivement déconnexion du travail et notamment que peuvent être les différents motifs de ces arrêts. Donc, je te laisse prendre la main et nous éclairer déjà en introduction à ce sujet. Voilà, donc c'est vrai que la durée d'arrêt, on a une professeure émérite et psychologue sociale qui s'appelle Dominique L'Huillier, qui a dès 2016 parlé de ce phénomène de déliaison. Hein. Nous, on appelle ça le décalage, en fait, le décalage entre le rythme de l'entreprise qui évolue, je dirais, de plus en plus vite. On a tous ce sentiment-là. Et puis, quand on a une vulnérabilité de santé ou un congé de maternité, enfin un événement de vie, un défi de vie, on est un petit peu à côté. Hein, on n'a plus le même rythme. Et du coup, ce décalage, il se creuse, j'allais dire, en fonction aussi du motif d'arrêt et de la personnalité de la personne. Nous, on est parti sur le constat que dans les maladies, que ce soit les cancers, les AVC, toutes les maladies chroniques évolutives, eh bien, 3 mois, c'était 90 jours, les arrêts de 90 jours était la date où commençait à y avoir ce décalage et ce phénomène de déliaison avec l'entreprise. Aujourd'hui, si on constate les arrêts de longue durée, la définition c'est 90 jours, mais dans toutes les études et les stats, on voit qu'on parle de 6 mois. Donc, et que ça correspond à 3,4% des arrêts. En même temps, on doit voir, et c'est ce risque-là aussi auquel on doit répondre, c'est qu'aujourd'hui, les salariés qui sont arrêtés comme ça sur des durées de plus en plus longues, c'est proportionnel, le taux de reprise dans l'entreprise est lié en fait à la durée de l'arrêt, et on peut voir que 40% des gens ne reprennent pas le chemin du travail après un arrêt de plus de 9 mois. La moyenne des arrêts qu'on accompagne chez Ça ira encore mieux demain, c'est 16 mois d'arrêt. Donc, vous voyez qu'on est sur des arrêts qui sont très longs, mais on a du 3 mois et on a du 3 ans. Donc, comme on est prescrit aussi par quelques médecins du travail, souvent, c'est sur des durées très, très longues quand ils vont perdre leurs droits. La santé mentale aussi est un phénomène, je ne sais pas si l'auditoire repère aussi, mais que ce soit de la phobie, de l'anxiété, de la dépression, jusqu'à l'épuisement professionnel et au bout du bout le burn-out, sont des phénomènes qu'on rencontre de plus en plus. Depuis la crise Covid, la santé mentale est devenue d'ailleurs la deuxième cause d'arrêt. Et ce sont des arrêts très longs. La spécificité, c'est qu'elle touche les plus jeunes. Ah oui? Oui, voilà. Avant, les arrêts, avant la crise Covid, les arrêts longue durée étaient les plus de 55 ans. Et aujourd'hui, depuis 2020, on voit que les plus grosses progressions, c'est chez les moins de 35 ans. Ah, et il y a une explication à ça? Quand des études ont été faites pour expliquer ce phénomène ou... Alors, une hypothèse, c'est que les managers de proximité, ça touche souvent les managers de proximité qui ont tenu leurs équipes pendant la crise Covid et qu'il y a un effet rebond sur ces situations-là.
Également, donc, vous pouvez voir, voilà, dans les accompagnements, on accompagne aussi le deuil. Donc là, sur la durée des arrêts, pour le deuil, on est sur une moyenne de 37 jours d'arrêt. On voit que le travail est un élément de soutien dans le deuil quand une personne a perdu un être cher, hein. La vie perd tous ses repères et le fait de reprendre le travail, là, ça va permettre de remettre des repères dans une vie qui est anéantie. Donc, vous voyez que la durée, ça va vraiment dépendre de la personne, là aussi de la personne qui a disparu, hein, la relation avec cette personne et puis de l'individu. Là où on est sur peut-être une durée qui est plus standardisée, c'est dans la maternité, parce que on a voilà, le congé de maternité est assez réglementé. Après, il y a des conventions collectives, hein, qui peuvent être beaucoup plus généreuses, mais voilà, globalement, on est sur des arrêts de 4 mois dans la maternité. Je fais un petit focus, hein, 7% des arrêts qu'on a accompagnés en maternité on était sur le sujet de la dépression postpartum qui fait après le lien avec la santé mentale. Voilà. Et pour la maternité, je pense que voilà, Marie va pouvoir nous parler de son expérience. Et je crois qu'on a tout un point commun. Bon, on a tous des enfants, Anaïs aussi. C'est vrai, Je crois que Géraldine et Marie, on a toutes les trois enfants. Oui, On est deux. Ouais, d'accord. Trois chacune. Moi, j'en ai deux. Ah bon, ben voilà. Moi aussi, j'en ai 2 et c'est déjà du boulot. Oui, c'est déjà du boulot. Voilà. Voilà. Super. Du coup, déjà, merci Cécile pour tous ces éclairages. Je vois que ça fait réagir dans le chat. Peut-être avant d'approfondir sur le congé mat, j'ai vu plusieurs personnes parler notamment de la santé mentale. Je pense que c'est un gros sujet. On en parle quand même pas mal depuis quelques années. Et puis Nati qui dit, c'est vrai que oui, elle-même observe ce pic d'arrêt par rapport à la santé mentale. Et puis, on avait un peu plus haut, j'essaie de retrouver, c'était Mélodie qui nous disait que justement, en ce moment, ils avaient un salarié en burn-out. Donc, j'imagine qu'elle vient chercher des réponses ici aussi aujourd'hui avec un arrêt depuis 2 mois. Donc, 2 mois, du coup, c'est pas encore considéré comme un arrêt long, si j'ai bien suivi. C'est ça, Cécile, hein? Okay. Oui. Mais ça peut le devenir. Donc, autant. Oui, ça peut le devenir. Ouais. Et puis, j'allais dire, il y a également, en fait, quand on accompagne, ce qu'on cherche, hein, on a tous un objectif commun, hein, c'est de réussir la reprise pour éviter les rechutes d'absence. Aujourd'hui, on est, voilà, c'est pas systématique, hein, les accompagnements, et on voit que on accompagne beaucoup de personnes qui ont été arrêtées une première fois, donc sur un arrêt long, et au bout d'1 mois, 6 semaines, ils se rarrêtent. Et on a ces rechutes d'arrêt qui à accompagner sont beaucoup plus complexes, mais qui sont nécessaires parce que il y a une reprise qui s'est pas bien passée et que du coup il faut retravailler pour remettre dans les meilleures conditions possibles les salariés et leurs managers pour en tout cas réussir cette deuxième tentative. Ok, très clair. Du coup, Marie, je te laisse prendre la main sur le congé mat qui était un sujet qu'on a décidé d'approfondir aujourd'hui. Merci Anaïs. Juste 2 données pour poser un peu le décor. On a quand même 71% des femmes cadres qui ont donc récemment pris un congé maternité, qui considèrent que les entreprises ne mènent pas les actions nécessaires pour favoriser le retour au travail. Donc ça, c'est une donnée très très récente puisque c'est une étude de l'APEC qui date de cette année, donc de 2024. Ça pose le décor. On voit bien qu'on est encore loin d'un taux de satisfaction intéressant pour les femmes de retour de congé maternité. Deuxième élément, 42% des jeunes mamans ont changé d'employeur après leur congé maternité. Voilà.
Donc là également, voilà, nous, entreprises, ça nous pose question parce que on a un véritable rôle à jouer. Alors moi, je voulais aujourd'hui vous parler de mon expérience parce que finalement, c'est de par mon expérience, de moi ce que j'ai vécu dans les différentes entreprises dans lesquelles je suis passée. Alors il y a 20 ans en cabinet d'avocat, après dans un très gros groupe coté, puis enfin en expatriation. J'ai vécu 3 expériences totalement différentes, mais il y avait néanmoins une idée commune et il y avait un leitmotiv, c'était le congé maternité, l'organisation du congé maternité, c'est l'affaire de la collaboratrice. Et en fait, on avait à l'époque, je vous parle d'il y a 20 ans, la culture du présentéisme, la culture de le mode de garde, le choix du mode de garde, c'est la collaboratrice qui doit s'organiser. Financièrement, l'entreprise également n'avait pas d'aide particulière. Et finalement, le retour en entreprise se faisait sans qu'il y ait de préparation, sans qu'il y ait d'anticipation. Il n'y avait pas de lien avec le manager qui était gardé pendant le congé maternité. Voilà un petit peu le décor d'il y a quelques années. Maintenant, les choses ont changé et on le voit parfaitement. Et avec le temps, les choses ont évolué et c'est très bien. On se rend compte d'une chose, c'est que finalement, cette question du congé maternité et notamment du retour de la collaboratrice sur son poste, c'est une affaire qui est devenue quelque part l'affaire aussi de l'employeur, l'affaire aussi de l'entreprise. C'est une démarche bénéfique pour les deux. C'est du gagnant-gagnant et on le voit au travers notamment de ce 42% de jeunes mamans qui changent d'employeur après leur congé maternité. C'est révélateur. Très révélateur et nous en entreprise on a véritablement un rôle aussi et on emploie souvent ce terme de rétention des talents. On a aussi ce rôle de retenir en entreprise les jeunes mères qui reviennent de congé maternité. Donc pour moi c'est vraiment du gagnant-gagnant. On va réduire notre absentéisme, on va faire revenir en entreprise dans des bonnes conditions les mères qui se sont absentées pendant leur congé maternité. On fidélise nos collaborateurs. Pourquoi ? Parce que typiquement les places en crèche, nous chez Carmila, je vous expliquerai après le dispositif, mais quand vous proposez à des collaborateurs un dispositif d'accompagnement suite à un partenariat que vous avez noué avec une société de places en crèche, donc c'est des berceaux que vous proposez à vos collaborateurs, sachant que eux ils ont bien évidemment une partie à payer et puis l'entreprise une autre. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand vous avez des collaborateurs qui viennent vous demander une place en crèche, vous pouvez être sûr que tant que l'enfant ne rentrera pas à l'école, donc tant que l'enfant sera, jusqu'à ses 3 ans en fait, le collaborateur se posera toujours la question, si je quitte l'entreprise, je vais perdre ma place en crèche pour mon enfant. Et donc, forcément, cette idée de rétention des talents, cette idée de retenir les collaborateurs en entreprise, parce que on a besoin d'eux et on sait que ce sont de bons éléments. En leur présentant cette offre de place en crèche, vous avez la possibilité qu'ils restent en entreprise au moins jusqu'à l'entrée à l'école. Voilà. Ça fait du bien à la marque employeur. Je vois Isabelle dans le chat qui dit cela joue sur la marque employeur quand les jeunes mères sont bien réintégrées et notamment ces avantages que tu soulignes, Marie. Du coup, ça a un impact direct sur la marque employeur de l'entreprise. Oui, exactement. Donc, je pense que l'accompagnement proposé par Cécile, il est essentiel. Nous, on le propose à toutes nos collaboratrices qui reviennent de congé maternité. On a 100% de taux de réponse positif. C'est-à-dire que vraiment, les collaboratrices se disent, on a forcément à gagner à choisir un accompagnement qui inclut, et je pense que la clé, elle est là, elle inclut aussi le manager. C'est on va vous apprendre à mieux communiquer. Je pense que ça, c'est essentiel dans cet accompagnement. C'est qu'en fait, vous allez, de par le coaching que vous proposez, avant le retour de congé maternité, puis une fois que la collaboratrice est revenue en entreprise, vous allez pouvoir discuter, vous allez pouvoir échanger avec un coach externe et avec votre employeur, avec votre manager. Et ça, c'est essentiel. La base, à mon sens, c'est l'anticipation. Ouais. Voilà. Et après, c'est une forme de considération aussi parce que moi, dans mes souvenirs, en préparant le webinaire, je me suis rappelé d'une chose que j'avais complètement omis. C'est à l'époque où j'étais encore salariée, j'avais une collègue qui était revenue d'un congé parental et j'ai souvenir de son retour. Elle est arrivée au bureau ce matin-là, elle s'est assise à son bureau et elle a fondu en larmes en disant « j'ai laissé mon petit, je me sens pas bien ». Et elle était dans une telle solitude parce que elle était une des seules mamans dans ce bureau, personne ne comprenait ce qu'elle pouvait ressentir.
Et moi, je me suis sentie tellement mal pour elle, parce que moi aussi, j'étais maman. Enfin, je suis maman, d'ailleurs, toujours. Et en fait, en préparant le webinaire, je me suis dit, mais c'est vrai qu'à l'époque, bah, cette personne, elle a été toute seule. Personne ne l'a accompagnée. Et à partir de là, elle a été un peu démissionnaire dans son poste, parce qu'elle n'avait plus envie de bosser. Enfin, elle n'était pas là. Elle était là, mais elle n'était pas là. Et je me dis, on ne se rend pas compte. Et je pense que les entreprises, peut-être en général, réalisent pas à quel point ça peut être violent, ce retour au travail. On sort de notre petit cocon avec notre tout petit, et puis d'un coup, on se retrouve plongé dans la réalité du travail, du business, etc. Et je pense que beaucoup s'en rendent pas compte, tout simplement. Moi-même à l'époque, ça m'est même pas venu à l'idée de me dire, bah, c'est le rôle de l'entreprise de faire quelque chose et de l'accompagner pour pas qu'elle ait ce sentiment-là, ou en tout cas pour l'aider à atténuer ce sentiment. Exactement, et tout est dans l'anticipation. Et voilà, pour l'avoir vécu, on peut facilement se mettre à la place de ces collaboratrices qui reviennent et qui se posent la question, comment je vais faire pour m'organiser, pour dire à mon manager quand mon enfant est malade, enfin, etc., etc. Il y a plein de questions qu'il faut oser à un moment donné poser. Et c'est pour ça qu'on propose également chez Carmila une formation qui s'appelle « Reprendre une activité au retour d'un congé parental ». Vous allez avoir des petits guides aussi sur oser dire les choses, oser dire quand voilà, son enfant est malade et que finalement on doit partir plus tôt. Chez Carmila, on a également mis en place un dispositif de CESU, donc de chèque emploi service universel pour les gardes d'enfants. Et puis, il faut pas oublier une chose par rapport à il y a 20 ans, il y a quand même le télétravail. Le télétravail qui permet de s'épargner les temps de trajet. Voilà, on n'est plus dans la culture du présentéisme. Chez Carmila, on a droit à une journée de télétravail et puis quand la collaboratrice nous annonce son congé maternité, on passe à 2. Voilà, il y a des aménagements qui peuvent être faits, il y a des jours enfants malades qui sont prévus pour ça. Donc voilà. Du coup, il y a pas que la crèche, parce que je vois dans le chat des personnes qui disent, mais oui, mais quand c'est une petite structure ou quand, par exemple, on a des horaires, on commence à 4 heures très tôt, c'est le cas de Amel qui bosse dans la logistique. Elle dit c'est difficile de trouver une solution de garde, mais du coup, ça peut passer par d'autres choses que par la place en crèche, pour le coup, puisque tu cites d'autres exemples. J'espère que ça répondra à Amel et Maëlle qui soulignaient le fait que c'est compliqué pour des plus petites entreprises ou quand il y a des horaires comme ça un peu décalés. Et puis j'ai 2 personnes qui soulignent, ça fait 2 fois que je vois passer ça dans le chat. Et les papas alors qu'en est-il des papas? Parce que pour eux aussi ça peut être difficile le retour au travail. Qu'est-ce qu'on fait pour eux alors? Oui. Après, on est sur alors les places en crèche, on a je crois la moitié de nos collaborateurs qui bénéficient de places en crèche dans les demandes qu'ils ont pu faire. Donc ça c'est vraiment pour le père, pour la mère, il y a aucune différence. Pour les coachings avec Cécile, avec Ça ira encore mieux demain, c'est vrai que nous on privilégie les absences de plus longue durée puisque les congés paternité, on est sur du 28 jours. Voilà. Après, c'est ouvert également, mais voilà, c'est en lien aussi avec la durée de l'absence. Et puis, les CESU, c'est également ouvert, bien évidemment, au papa. Les jours enfants malades également, le télétravail également. Donc, en fait, on a quand même tout un dispositif qui vient accompagner tant le collaborateur papa que la collaboratrice jeune maman. Je voulais rebondir sur les propos de Marie. C'est vrai que on voit que Marie, elle porte cette politique de la maternité, de la jeune maman, de la parentalité, on va dire en général, pour pas exclure les papas, et je vous en reparlerai. Et ça change tout. Parce qu'avec une politique comme ça, on est plusieurs coachs à avoir accompagné les salariés de Carmila. On voit bien que l'annonce de la grossesse n'a pas été une étape aussi difficile que d'autres jeunes mamans, enfin d'autres jeunes femmes qui l'ont fait dans d'autres entreprises. Je ne sais pas si vous vous souvenez, toutes les femmes là, mais annoncer à son employeur qu'on est enceinte, moi je me souviens des nuits agitées avant. On n'est pas à l'aise, on choisit le bon moment, on repousse, on peut procrastiner. Chez Carmila, on n'a pas, voilà, comme la politique, elle est bien amenée, bien portée, c'est vraiment pris comme une bonne nouvelle et c'est traité comme tel. Mais oui, quand tu sais que l'environnement dans lequel tu travailles est plutôt accueillant, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas bienveillant et à une politique qui accompagne, oui, c'est vrai que j'avais pas pensé à ce paramètre, mais du coup ça
ça désacralise ce moment où tu dois annoncer que tu es enceinte. Bon, tu sais que ça sera bien accueilli puisque ton entreprise accompagne la maternité, le post-maternité. Ouais. Et Isabelle qui dit oui, de la culpabilité dans certaines entreprises. Et oui, malheureusement, ça c'est vrai. Ça, je l'ai vu, ça et avance. vécu. Ça avance. Ça avance. Et pour les jeunes papas, nous avons accompagné un seul congé de paternité avec la nouvelle formule là, depuis juillet 2022. C'était donc un chef de projet dans une SS2I dans l'informatique, et en fait parce que le CIO avait eu un abandon de poste suite à un congé de paternité, et puis une autre personne, un autre chef de projet qui n'avait les pieds qui touchaient plus par terre depuis qu'il était papa. Donc là, il m'a dit bon allez, le prochain, je le fais accompagner. Donc ce sont les mêmes questionnements. Les mêmes craintes, les mêmes angoisses que la jeune maman, en fait, qu'on retrouve. Alors, c'est pour ça que je me permets de dire, on avance. Bien sûr, ouais, bien sûr. Et du coup, alors on peut arriver à parler donc observation avec ou sans accompagnement. Et avant de répondre à ça, j'aimerais bien demander un peu dans le chat ce que vous en pensez, vous. Est-ce que par rapport à la définition du rôle du RH dans cet accompagnement, tout à l'heure, Marie dans le chat disait on doit repenser le rôle du DRH et les managers pour réussir l'accompagnement et la reprise de ses salariés. Mais du coup, moi, ça m'amène à vous poser cette question. Est-ce que ça doit effectivement concerner les RH, plus globalement l'entreprise? Jusqu'où va le rôle du RH par rapport à ce sujet-là? Voilà, je vous questionne un petit peu dans le chat. Je vous laisse nous partager vos retours, ce que vous en pensez selon vous. Est-ce que jusqu'où va le rôle du RH? Et puis peut-être qu'en parallèle, je pense que vous vouliez partager un petit peu vos observations avec ou sans accompagnement sur ces sujets-là. Géraldine et ou Marie? Pour ma part, pour les 2 accompagnements que nous avons réalisés, j'ai noté que Cécile disait qu'en moyenne, qu'il y a beaucoup d'arrêts suite aux reprises, parce que les salariés ne se sentent pas forcément en confiance, etc. Nous, dans les 2 cas que nous avons eus, c'est-à-dire un accompagnement suite à un deuil et un accompagnement suite à une longue maladie, nous n'avons pas du tout eu de rechute d'arrêt. Les 2 salariés ont repris, et j'ai envie de dire définitivement, puisqu'ils n'ont pas eu à se remettre en arrêt. Nous avons mis en place quelques petits accompagnements, mais c'est vrai que je pourrais dire que l'accompagnement est forcément bénéfique, parce qu'on ne rentre pas du coup dans la moyenne énoncée par Cécile précédemment. Donc, pour le coup, avec, chez Géraldine. C'est une évidence. Tu as pu l'observer, le confirmer qu'effectivement, il y a une différence avec accompagnement. Ok. Tout à fait. Ok. Et Marie, toi, qu'est-ce que tu as pu observer de ton côté? Alors moi, j'ai observé une grande proximité avec les collaboratrices qui reviennent et une grande reconnaissance en disant on connaissait pas ce dispositif, c'est nouveau. Et il y a un vrai bénéfice parce que il y a une relation qui se crée avec le manager avant même le retour. Et ça, c'est nouveau. Et ça ne peut apporter que une meilleure anticipation, un dialogue constructif. Et même dans certains cas, nous, on a été amenés avec la collaboratrice à changer de manager parce qu'en effet, sur le poste sur lequel la collaboratrice était positionnée, on savait qu'avec un passage à 4/5e, ça ne passerait pas et que ce serait compliqué. On a repositionné la collaboratrice avec son accord sur un autre poste qui lui convient beaucoup mieux. Voilà, il y a des aménagements, une anticipation, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Et ça, c'est grâce à l'accompagnement de Cécile, parce que pour le coup, sans accompagnement, vous n'avez pas forcément le lien qui est gardé avec la collaboratrice et vous avez un on-off, retour le jour J. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On n'a rien anticipé et on n'a pas préparé. Voilà, donc moi, c'est à bénéfice à 300%, c'est une évidence. Il y a plein de choses qui se disent dans le chat par rapport au rôle du RH. Je vois Jessica qui nous dit aujourd'hui, il y a une forte transition du positionnement et du rôle du RH au sein de l'entreprise, tant sur son rôle de coach, formateur et sensibilisateur des managers opérationnels. Et je vois un peu plus tôt des personnes qui disaient, mais est-ce que ce ne serait pas une piste aussi, une solution
en parallèle que de créer un poste de référent qualité de vie au travail. Pour certains, d'ailleurs, dans le chat, à plusieurs reprises, vous disiez, mais tout ça, c'est de l'ordre de la QVT. Donc oui, bien sûr que ça a sa place dans l'entreprise. Ou pourquoi pas même envisager le fait de former en interne, de sensibiliser et former les salariés, par exemple, sur la prévention du burn-out, si on revient sur le sujet de la santé mentale. Tout ça, c'est des approches qui peuvent être complémentaires, finalement, à un accompagnement concret. Mais je pense que la formation des managers est déjà déterminante. Parce que le manager, c'est quand même lui qui est en contact quotidien avec le collaborateur. Et si ce dernier n'est pas sensibilisé à ça, ça peut mettre vraiment le salarié en difficulté. Donc, que ça soit pour ça ou autre chose, mais pour moi, le manager, c'est la clé. Parce que dans mon cas où j'avais un manager qui était quand même très proche de ses collaborateurs, etc., elle m'a quand même fait comme retour, parce que j'ai posé la question en vue de la préparation de ce webinaire, elle m'a dit que même si elle pensait comment faire, l'accompagnement de Cécile l'a éclairé sur quoi dire aux salariés, pour connaître les différentes étapes du deuil, par exemple, et surtout pour pouvoir soutenir comme il le faut le collaborateur. Donc, certains vont le faire de manière intuitive, mais d'avoir des clés, et ces clés passent par justement l'accompagnement de Cécile, ça permet de mieux accompagner encore à la reprise. Et ça, c'est très important. Donc, le manager, pour moi, c'est la clé, de toutes les façons. Peut-être que sans ce facteur-là, enfin sans ce paramètre-là, on aura beau proposer des avantages, des dispositifs pour répondre à des situations, si le manager, lui, n'a pas été sensibilisé, en fait, il y a une pièce dans le puzzle qui manque, en fait. Donc, ça ne fonctionnera pas. Et je peux me tromper, mais je pense, oui. Il y a rarement, de la part des managers, il y a rarement de la mauvaise intention. Je crois que j'en ai jamais rencontré. Mais par contre, de ne pas savoir comment faire et d'avoir des craintes, voire des maladresses, peut-être aussi. Voilà, Anaïs, tu as tout à fait raison, c'est ça, c'est que il y a des maladresses et comme vous êtes face à un salarié qui a les émotions à fleur de peau, eh bien ça fait comme un tatouage, ça s'ancre et du coup c'est indélébile. Donc il y a des phrases, il y a des comportements, il y a des attitudes pendant l'arrêt, par exemple, ou des phrases de collègues qui sont colportées, qui peuvent être très violentes pour la personne qui est dans une période de vulnérabilité. Et si on n'en parle pas, si on va pas décrocher ça, bah, c'est un petit peu le millefeuille, pas du conflit, mais du différent. Où on a parlé d'engagement, mais c'est ça aussi, c'est que pour se réengager dans une entreprise, bah, il ne faut pas qu'il y ait des petits grains de sable dans le rouage, il ne faut pas qu'il y ait des petits malentendus, il faut vraiment qu'on compte la considération, la valeur, la joie et l'envie de récupérer les talents. Et puis de tout faire pour que ça se passe bien, parce que la reprise, c'est pas uniquement le jour de la reprise. Quand vous avez une maladie chronique, c'est à vie, quoi. Et il y a différentes étapes. Et nous, bah, on sait les prévoir et en parler. Pour les deux acteurs, comme disait Géraldine ou Marie, c'est faciliter la communication pour que tout puisse se dire, tout ce qui a impact avec le travail. Parce qu'en effet, il faut garder son intimité et puis c'est pas toujours nécessaire de tout dire, mais en tout cas, tout ce qui a un impact sur le travail est utile à être dit pour pérenniser la confiance entre les gens et puis que ce soit gagnant-gagnant. C'est très clair et je vois que dans le chat, ça va dans le même sens, donc c'est cohérent. D'accord. Et pour revenir sur le sujet d'ailleurs, sans accompagnement et avec accompagnement, il y a quelques stats que tu voulais partager, Cécile, et que Géraldine et Marie peuvent peut-être commenter aussi. Je ne sais pas si tu veux revenir brièvement dessus pour appuyer sur ce qu'ont pu dire Géraldine et Marie d'ailleurs, sur le fait que pour elles, en tout cas, elles ont vu l'impact de cet accompagnement.
En effet, il y a très très peu de statistiques parce qu'il y a le secret médical bien souvent Ouais. qu'il faut lever, mais on peut. Il y a l'étude Vican 2, 2 ans après un diagnostic de cancer qui nous donne ce chiffre qu'un salarié sur 2 reprend le chemin du travail. Et que s'il n'est pas accompagné, il va connaître ce qu'on appelle l'absentéisme perlé. Donc, c'est des petites absences. Généralement, c'est 17 jours. Enfin, le résultat de cette étude, c'est 17 jours en 2 fois et demi. Et ces absentéismes perlés de 2-3 jours, ils sont hyper désorganisateurs du travail. Donc, en fait, involontairement, il peut y avoir une stigmatisation de se dire ah ben elle est souvent absente depuis son arrêt depuis son cancer, donc on va pas redonner les sujets sensibles ou les sujets à valeur ajoutée parce que inconsciemment si ça revenait quoi. Donc moi c'est pour ça que je me lève tous les matins, puis toutes les personnes qui travaillent chez Ça ira encore mieux demain, c'est non à la double peine. Nous on est convaincus que les gens qui ont connu une épreuve de santé sont plus forts, ont développé de nouvelles forces. Et là, tout autour de l'écran, on a tous vécu cette crise, cette pandémie. On en est tous ressortis plus forts, à connaître un petit peu plus sur nous-mêmes par rapport, rien que au fait d'être isolé, de plus avoir de lien social pendant quelque temps. On a tous appris sur nous-mêmes. Donc voilà, je pense qu'on en a fait l'expérience et aujourd'hui, c'est vraiment être porte-parole de ce message, ouvrir les yeux des managers, de dire que c'est pas des personnes plus faibles qui reviennent, mais c'est des personnes différentes et qu'ils ont des nouvelles forces. Et des nouvelles l'épreuve du compétences. deuil. Oui, nouvelles compétences, oui, on pourrait appeler c'est ce que ça. dit Isabelle dans le chat, elle dit on revient avec des nouvelles compétences, on développe de nouvelles compétences aussi, en quelque sorte. Voilà, et accepter que la personne soit différente. La jeune femme qui est partie pour une première grossesse, la jeune femme qui est partie en congé de maternité, elle revient, c'est une jeune maman. Elle a appris déjà de l'organisation et puis à gérer une petite TPE qui est la famille. Donc voilà, c'est des images comme ça qu'il faut retranscrire. Sur le deuil, c'est vrai que c'est un sujet qui est très sensible et on a tous peur d'être maladroit. Donc, on voit bien que 80% des actifs qui ont connu cette douloureuse épreuve trouvent que le soutien de l'employeur a été inadapté, inutile peut-être pas, mais en tout cas inadapté. Et c'est de parler avec un tiers extérieur et indépendant à l'entreprise, de parler des besoins, parce que la personne a du mal à les exprimer. Et puis le manager et l'équipe, ils souhaitent que les choses se passent. Ils sont tellement affectés que eux aussi, par ricochet, qu'ils veulent être outillés pour bien faire. Justement sur ces motifs d'absence, que ce soit le deuil ou la longue maladie, je pense que Géraldine avait des retours d'expérience à nous partager assez intéressants. Je te propose Géraldine de nous partager un peu, voilà, toi, ton retour d'expérience. Je sais que c'est des sujets qui ont été forts dans ton entreprise. Quelles ont été tes bonnes pratiques sur ce sujet-là? Du coup, Vas-y. dans le premier cas de la longue maladie, je vais prendre celui-là dans l'ordre de la slide précédente. Donc, nous avons effectivement une collaboratrice qui nous a annoncé sa maladie. Et nous, notre première question, c'était quand elle reviendra, comment on pourrait faire pour l'accompagner? Parce que c'est pas facile. Elle est restée 15 mois en arrêt quand même. Donc, nous avons, comme les fois précédentes, pris des nouvelles régulièrement. Quand nous faisions des repas d'équipe, elle était invitée pour ne pas perdre le lien avec ses anciens collègues. Et du coup, nous sommes dit, avant même sa reprise qui était du coup officielle, nous avons souhaité mettre en place cet accompagnement avec Cécile. Donc, nous lui avons proposé. Et avant même son retour, parce qu'elle a repris au mois de septembre, nous avons mis en place l'accompagnement dès fin août.
de façon vraiment à ce qu'elle puisse se projeter, qu'elle puisse faire tomber ses craintes et évidemment avoir beaucoup moins de stress parce qu'en se mettant à sa place après 15 mois d'arrêt, effectivement, les choses ont évolué. Même si on se tient au courant, c'est pas pareil que d'être présent au quotidien dans l'entreprise. Donc, elle a accepté cet accompagnement avec plaisir et elle a été ravie parce qu'elle nous a dit qu'elle a pu échanger avec une personne, en la personne de Cécile, qui avait connu ce par quoi elle était passée. Donc, ça, c'est important aussi. Quelqu'un qui la comprenait, ce qui ne sera pas forcément notre cas, nous, en tant que collègues ou managers. Et toutes ces craintes sont tombées. C'est la panique qu'elle pouvait avoir liée au stress de la reprise, liée aux troubles de mémoire qu'elle pouvait rencontrer, la charge mentale qui, du coup, était beaucoup plus importante que quand elle était chez elle. Elle s'est vraiment sentie soutenue. Elle nous a dit avoir pu poser des mots et déculpabiliser aussi sur les faiblesses qu'elle pouvait rencontrer lors de sa reprise. Et elle n'a pas cessé de nous remercier. D'ailleurs, elle a repris à temps plein, il n'y a pas eu de mi-temps thérapeutique mis en place par la médecine du travail. Et nous avons souhaité avec son manager l'accompagner. Donc, elle a fait une reprise en douceur. Donc, elle était considérée à temps plein, mais malgré tout, elle n'a pas repris sur l'ensemble de ses missions tout de suite. Et progressivement, elle s'est remise dans le bain comme ça. Et elle a pu reprendre confiance en elle. C'est vraiment le mot qu'elle a pu nous partager. La confiance en moi, j'ai pu reprendre la confiance en moi. Et j'ai vraiment été aidée pour traverser cette épreuve de la reprise, qu'elle vivait comme ça, comme une épreuve. Donc, vraiment, cet accompagnement, aussi bien pour elle que pour son manager, qui a pu aussi échanger avec Cécile puisqu'elle avait une partie manager, les deux sont sortis conquises, c'est bien le mot, de cet accompagnement. Et son manager me dit, même si je pense avoir les clés maintenant, c'est quelque chose que je recommanderais sans aucune hésitation. Et moi, du coup, d'avoir ce retour où j'ai toujours été sensible à ça, l'accompagnement des collaborateurs qui puissent se sentir bien, et on est souvent démunis face à des épreuves pareilles, ben, je me dis d'avoir une personne extérieure avec cette expérience des situations, un regard neuf, permet de rassurer aussi, parce que des choses qui ne pourraient pas être dites à son manager, à une collègue, du coup, on peut partager avec une personne extérieure. Donc ça, c'est vraiment que du positif, j'ai envie de dire. C'est une formidable expérience, même si moi, je ne l'ai pas vécu directement, puisque je n'ai pas eu accès au box, c'était réservé à la collaboratrice et à son manager. Mais les deux, en ayant échangé avec elle, sont vraiment ravis. Oui, il y a cette notion de neutralité à laquelle on ne pense pas forcément, c'est vrai. Tout à fait. D'avoir quelqu'un d'externe. Parce qu'on n'ose pas forcément dire tout à son manager, même à des collègues très proches, et d'avoir cette personne extérieure, c'est vraiment... Et moi, je sais que notre collègue, ça fait maintenant 6 mois qu'elle a repris. Il n'y a pas eu de rechute d'arrêt. Elle a repris du coup toutes ses missions. Elle a accepté aussi d'en faire moins au début parce qu'elle culpabilisait par rapport à ça, pas reprendre toutes ses missions à temps plein comme elle le faisait avant. Donc, elle a accepté l'aide de ses collègues du service pour pouvoir reprendre à son rythme, reprendre confiance en elle. Et maintenant, elle est à 100% sur ses missions. Il n'y a pas eu de nouvel arrêt et elle est ravie. Donc ça, c'est vraiment en tant qu'RH, pour moi, c'est ça les RH, pouvoir accompagner les collaborateurs. Ah ben là, tu es à l'apogée de ton rôle. Complètement. C'est ça, c'est tu t'accomplis en tant qu'RH. Vraiment, Surtout, j'ai toujours été sensible à ça. Parce que je me dis, on se différencie comment des autres entreprises en prenant soin de ses collaborateurs. Donc, parfois, ce sont des choses qui sont dites comme ça, parce que ça fait bien de le dire. Mais quand on peut passer avec des choses concrètes, c'est très satisfaisant. Là, c'est concret. On n'est pas sur du… Là, c'est concret. Il y a un mot qui résume ça, du bullshit. Là, on n'est pas sur du bullshit, on est sur du concret, du palpable. Et je vois, ça fait réagir dans le chat parce que j'ai des personnes qui disent que c'est ton retour d'expérience pour le coup est très parlant, Géraldine. Le bien-être est tellement important dans les maladies de longue durée. Et puis il y a Anne-Caroline qui dit, je me fais la messagère, mais elle dit bravo Marie et Géraldine
pour votre accompagnement des salariés dans ces moments difficiles. C'est tellement rare et il faut le souligner. Et bravo Cécile d'avoir créé Ça ira encore mieux demain pour un retour plus serein du salarié. Voilà, elle souligne vos initiatives. Et Jérôme qui demande comment ça se traduit cet accompagnement pour le collaborateur et le manager. Si j'ai bien compris, il y a des coachings déjà, c'est ça, Géraldine? Oui, c'est ça. Dans ton cas, C'est ça. Donc, c'était du coaching? il y a du coaching. Donc, il y a un rendez-vous qui est fait au départ pour expliquer aux collaborateurs la démarche. Ensuite, il y a plusieurs séances de coaching qui sont organisées. Et après, il y a un débriefing avec son manager. Okay. Et après, on a un compte rendu de l'accompagnement. Okay. Donc, typiquement, si je rebondis sur ce qu'on se disait juste avant, dans un cas différent de la longue maladie, le cas du deuil, par exemple, que nous avons sollicité Cécile également dans ce cadre-là. Nous avons un collaborateur qui a eu 62 jours d'arrêt pour accompagner sa femme qui était en fin de vie. D'accord. Donc, pendant son arrêt, sa femme est décédée. Donc, nous sommes retrouvés face à un salarié qui donnait des nouvelles régulièrement, nous expliquait les différentes étapes par lesquelles passait sa femme, mais qui, une fois malheureusement la disparition de cette dernière, on l'a senti complètement démunie au téléphone. Et donc là, on s'est dit, il y a l'accompagnement qui est possible par Cécile, pourquoi pas lui proposer? Parce qu'il était tout à fait fermé à aller consulter un psychologue ou ce genre de choses. D'accord. Donc, avec sa responsable qui est très ouverte à ce genre de choses, nous lui avons proposé. Au début, il ne semblait pas trop intéressé, même s'il ne savait pas pour autant comment faire pour aller mieux, forcément. Et il a fini par se laisser séduire et son retour a été également très positif. D'accord. Et comme me disait sa responsable, dans le cas d'un retour de maladie, le salarié est plutôt sur une pente positive quand même, parce qu'il souhaite aller de l'avant et laisser un peu derrière lui cette phase un peu plus compliquée. Tandis que dans le cas du décès d'un proche, surtout quand c'est votre femme, la mère de vos enfants, etc., le salarié est dans une phase négative et il ne se projette pas du tout positivement. Donc, on a beau donner tous les conseils qu'on aurait aimé recevoir, on ne sait pas forcément si ce sont les bons qu'on va donner. Et oui, c'est là où on revient à la maladresse potentielle, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On revient à la maladresse potentielle. C'est peut-être là où il y a le plus de maladresse possible d'ailleurs, non? Sur le deuil, c'est délicat. Je ne sais pas, je ne sais pas trop, mais ça reste toujours délicat, on ne sait pas trop jusqu'où il faut aller dans les échanges, etc. Oui, c'est ça, ouais. Et là, du coup, ça a permis aussi d'expliquer au manager, puisque le manager a accès justement à une box également pour l'accompagnement. Ça lui a permis à ma collègue de savoir quoi dire aux salariés, de connaître les différentes étapes de la phase du deuil pour ne pas être surpris de certaines réactions qui pourraient être un peu à fleur de peau, etc., du collaborateur. Et ça permet vraiment d'avoir un accompagnement qu'on n'aurait pas fait du tout sans l'aide des box de Cécile. Alors, Géraldine, depuis tout à l'heure, tu parles de box. De box, mais je pense qu'on va devoir éclairer tout à l'heure ce dont il s'agit parce que les personnes vont dire quoi, une box? Non, vous inquiétez pas, Cécile. Le coaching en fait dans la box. Ben, Cécile pourra lui expliquer tout ça. Elle nous l'expliquera tout à l'heure. Voilà. Oui. Oui, carrément. Oui. On avait le sujet de l'épuisement professionnel. J'ai vu aussi dans le chat parler beaucoup de la santé mentale. Quelques bonnes pratiques du coup et vos visions respectives sur ces sujets-là. Ouais. Je veux bien commencer. Allez, vas-y. Alors, moi, je suis assez catégorique sur le sujet de l'épuisement professionnel. Sur d'autres sujets, les troubles psychiques, par exemple, pas forcément. J'aurais peut-être pas forcément ce discours-là. Mais dans l'épuisement professionnel, pour moi, il y a toujours une co-responsabilité. C'est l'organisation du travail qui met en difficulté un travailleur et aussi
un travailleur qui ne sait pas forcément dire non ou stop Mm. quand ça dysfonctionne de trop. Et parce que ça ne touche pas n'importe qui, hein, ce sont souvent des salariés ou des indépendants d'ailleurs qui ont une forte exigence de travail et de perfection, de rendre un bon travail et un engagement vis-à-vis de son employeur. Et du coup, voilà, quand je vous dis je suis assez catégorique, c'est que voilà, soit il faut que l'organisation du travail ait énormément changé pour pas qu'on reproduise les mêmes effets, soit eh bien il faut que le salarié reprenne à une autre mission, à un autre poste, parce que le risque de rechute il est trop important. On parle de 30%. Dans les cas que j'ai pu observer, moi je trouve que c'est plus fréquent. En même temps, je vais voir, je récupère souvent les situations, enfin ça ira encore mieux demain, je récupère souvent les situations qui ont un peu dysfonctionné. Donc vraiment, c'est vraiment de dire penser autrement, penser vraiment un autre travail, parce que voilà, dans l'épuisement professionnel, souvent les gens s'arrêtent vraiment à temps. Et heureusement, depuis 5 ans, on a dû accompagner 4 vrais burn-out. Et là, c'est terrible, hein, parce que les gens ont dit grillés, mais ils sont vraiment grillés. Donc, heureusement qu'ils s'arrêtent un petit peu avant. Et voilà, quand c'est vraiment grillé, bah, de toute façon, on n'a pas le choix. On est obligé de regarder une autre mission et, euh, et puis de travailler hein, sur les limites de ses collaborateurs. Au Canada et en Belgique, ils acceptent, enfin, ils sont favorables à la reprise au même poste, mais ils accompagnent sur 18 mois. Nous, en France, on n'est pas sur ces modèles-là. Donc, on est plus sur enfin, au CHU de Lille, ils avaient fait un comparatif et en fait, on est plus sur changer de mission, changer de poste. Mais on voit hein, que c'est vrai que ça peut être inquiétant de se dire que ça devient la deuxième cause d'arrêt. Je vais garder une note positive. Avant, c'était les TMS, hein, les troubles musculo-squelettiques. On a mis de la prévention en place. Voilà, ce n'est plus la deuxième cause. Bon, donc là, il faut également mettre de la prévention sur la santé mentale. Je ne sais pas, Marie et puis Géraldine, vos points de vue. Moi, pour compléter ce que tu dis, Cécile, pour moi, il y a aussi le rôle du RH qui est essentiel. Et et moi, vraiment, je pense que le RH, il est au cœur du dispositif avec la proximité, l'écoute qu'il peut avoir. Et ça, on est dans la prévention. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le RH peut aussi constater, se rendre compte qu'il y a des dysfonctionnements et voilà, désamorcer des situations. Après, une fois que le collaborateur ou la collaboratrice est en arrêt maladie, je pense que là, notre objectif, c'est de garder le lien. Puisque sans lien, on peut rien faire. Donc, garder le lien avec le collaborateur, bien évidemment, et je voyais tout à l'heure dans le chat, est-ce qu'on peut appeler ou pas, etc. En fait, il suffit de faire un SMS si vous voyez si la personne vous répond, si elle veut garder le lien, vous lui demandez en fait. Et dans la majorité des cas, les collaborateurs qui sont pas bien, qui sont en burn-out, ils veulent garder ce lien. Et nous derrière, entreprise, on a aussi un rôle d'accompagnement. Et je le voyais aussi dans le chat. Typiquement, nous, chez Carmila, on a un accompagnement psychologique qu'on peut proposer. Alors, c'est 2 ou 3 séances, mais c'est pour amorcer la démarche. C'est pour que le collaborateur se rende compte du besoin d'un accompagnement psychologique qu'il pourrait avoir par ailleurs. Donc, en fait, on a plein de petites ficelles, on a plein de choses qu'on peut proposer aux collaborateurs, mais ça nécessite une chose en amont, c'est que le collaborateur accepte de garder ce lien pour qu'on puisse l'aider en fait. Voilà, moi c'était véritablement le point que je voulais préciser. Et puis il y a une dernière chose que je voulais dire sur l'accompagnement de Cécile pour voilà finir de convaincre nos directions respectives. Sachez que cet accompagnement, ce dispositif, il est déductible de votre contribution à GFIP. Donc c'est un point aussi qui peut être intéressant. Alors, bien évidemment, c'est pas du tout le seul, mais il faut aussi le prendre en compte. Je sais pas Cécile si tu veux apporter des précisions, mais en tout cas voilà, moi je sais que tu m'envoies les déclarations que je puisse derrière faire les déductions. Donc c'est un point voilà qu'il faut connaître. Je pense que voilà, on est tous dans des entreprises, il y a toujours le caractère financier, hein, faut aller convaincre le DAF donc c'est un élément en effet qui peut être c'est déductible de la DOETH, que ce soit les accompagnements maternité, deuil ou santé.
Et peut-être pour conclure sur la partie bonne pratique sur ce sujet-là, je ne sais pas si Géraldine voudra réagir pour compléter. Il y a Mélodie dans le chat qui nous disait, est-ce qu'on peut contacter, enfin, elle disait, je pensais qu'il fallait éviter justement de contacter un salarié en arrêt pour burn-out, même pour savoir s'il va bien. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux le laisser se déconnecter de la société justement Ouais. Oui, c'est vrai que dans le burn-out avéré, parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on parle beaucoup de burn-out C'est vrai. et voilà. Dans le burn-out avéré, ça va faire partie de la prescription médicale, de couper le lien avec son employeur. Oui. La Oui. personne, il faut se mettre un petit peu, l'image qui me vient, moi, c'est le poisson rouge dans le bocal. C'est la personne qui est en burn-out, voilà. Elle est sans arrêt dans des pensées du travail. J'ai pas fait, j'aurais dû, je contrôle parce que je commence à faire des erreurs, moi qui n'en faisais jamais. Et du coup, je suis constamment en train de penser au travail. Donc, elle va tomber. Généralement, il y a un malaise, il y a un événement qui fait qu'elle ne peut plus reprendre son travail. Ils vont commencer par avoir une quinzaine de jours de sommeil, à dormir continuellement, 15 jours, 3 semaines, voire des fois des hospitalisations. Donc, en effet, ça fait partie de la prescription médicale, de dire vous ne répondez plus, vous coupez les portables, vous devez vous couper de la sphère professionnelle. Et là, c'est vrai qu'il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps et reprendre contact, attendre plusieurs mois avant de reprendre contact. C'est pas la personne qui reprendra contact. Donc ça, c'est aussi, enfin dans tous les arrêts longue durée, c'est typique. La personne qui a pas donné des nouvelles régulièrement a une grosse difficulté à joindre son service RH. Donc plutôt une démarche proactive du service RH. Mais il faut laisser le temps, et en entreprise, le temps, on est impatient. Donc, alors que là, on est face à des gens qui sont patients. Je pense que ça répondra aux interrogations, parce que Marie demandait d'ailleurs ce qu'était un burn-out avéré, mais du coup, tu as donné la réponse, Cécile, déjà, dans la définition du burn-out. Peut-être qu'on peut s'avancer dans la conclusion de ce webinaire, parce que je vois que le temps défile, et en fait, ça passe beaucoup trop vite. Ah, bah oui. C'est tellement intéressant, tellement passionnant, il y a plein de choses à dire, mais peut-être déjà un petit éclairage pour conclure sur les box, parce qu'à plusieurs reprises, Géraldine parlait des box, mais c'était peut-être pas une évidence pour tout le monde de comprendre ce que sont ces box. Est-ce que Cécile, tu peux nous expliquer comment ça se formalise? Qu'est-ce que c'est que ces box alors? Elles sont matérielles. Je vous en montre une, là, la box manager. Elles sont vraiment matérialisées. Ok, c'est vraiment physiquement des box. Ce sont physiquement des box, parce que on est parti de l'idée que c'est un vrai cadeau que fait l'entreprise, un cadeau de considération à son salarié qui connaît un défi de vie. Et donc, à l'intérieur de ces box, les personnes vont, le manager ou la jeune maman ou l'endeuillé ou le salarié pour arrêt maladie, va trouver des codes d'accès pour aller sur une plateforme de digital learning. Ce sont des micro-learning où on va aborder les sujets de façon légère, parce que vous avez vu notre nom, on a choisi quand même de parler de choses sérieuses, mais sans y rajouter du pathos, parce que les gens, c'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent du savoir et de la légèreté. Donc voilà, ils vont trouver des informations sur le droit du travail, sur les étapes psychologiques par lesquelles ils vont passer, leur durée, et puis des bonnes pratiques, des astuces. La plateforme est interactive, donc des exercices qu'ils font en ligne que les coachs de Ça ira encore mieux demain reçoivent et vont préparer les séances avec ce matériau de travail que l'absent aura fait chez lui, dans son univers. Et ça, c'est important aussi, de dire que les séances d'1 heure et demie, elles sont vraiment sur la situation, sur cette personne-là. Le standard, le général, ils vont le trouver sur la plateforme, et sur les séances, on est vraiment centré sur la situation et la personnalité de la personne. Et également, il y a une séance avec le manager, parce que lui aussi, il a des craintes, il a des questions qu'il n'ose pas poser.
voilà, des fois, lui aussi, il a de la culpabilité. J'ai pas pris le temps de l'appeler, mais je savais pas quoi dire ou j'ai pas su faire. Voilà. Donc, du coup, c'est lors de la réunion, eh ben, on évoque tout ça pour vraiment faire un nettoyage et se dire c'est un nouveau démarrage et comment bien travailler ensemble, quoi. Comment on veut bien travailler ensemble. Ok, bah écoute, c'est super clair et je pense que si jamais il y a des personnes pour qui des questions sont restées en suspens ou si vous avez envie d'en savoir davantage sur la démarche de Ça ira encore mieux demain, vous avez les contacts juste ici sur cette slide. Le QR code renvoie vers quoi, Cécile, du coup? Je me pose la question, je vois qu'il y a un QR code. Vers le site internet. Eh ben voilà, on est moderne, dis donc. Mais écoutez, peut-être qu'on peut se dire un petit mot de la fin avant de se quitter, parce que je vois que on arrive au bout de ce webinaire et que tout le monde est très enthousiaste dans le chat. Je vois des messages très positifs suite à ce webinaire. Déjà, moi, je voudrais d'abord vous remercier à toutes les trois d'avoir partagé autant aujourd'hui. C'était très riche. Au-delà de pratique, c'est même une vision aussi du rôle RH et de l'entreprise en général. Donc, merci à vous de diffuser ce message-là. Il est super important. Je vous laisse un petit mot de la fin à chacune. Géraldine, déjà. Merci beaucoup pour l'invitation parce que c'est vrai que ce sont des choses qu'on fait spontanément et c'est bien de pouvoir partager et montrer que c'est possible. Parce que dans les deux cas que nous avons accompagnés, nous avons des collaborateurs qui sont contents d'être parmi nous, qui n'ont cessé de remercier l'entreprise pour ce cadeau qui a été fait, comme disait Cécile, avec cette box. Donc, je suis contente de pouvoir partager leur plaisir de revenir parmi nous en bonne forme. Merci à toi, Géraldine, surtout, d'avoir bien voulu nous partager cette expérience. Marie, un petit mot de la fin. Juste un petit mot, n'hésitez pas, parce que c'est vrai que c'est vraiment un accompagnement sur mesure, individualisé, et c'est vraiment très très utile. J'espère que ce webinaire vous aura aidé à bien le comprendre. Donc n'hésitez pas à faire appel à Cécile. Voilà. Je vois dans le chat, ça nous dit que ce webinaire, il a permis de rappeler le rôle essentiel des RH dans l'entreprise. Donc ça, c'est un beau message à garder bien au chaud dans un coin de la tête. Moi, je suis contente que ce genre de message transparaisse à travers ce webinaire. Cécile, un petit mot de la fin? Oui. Moi, j'ai la chance, j'allais dire, de collaborer avec des RH comme Marie, comme Géraldine. Quel bonheur d'en rencontrer des comme ça. Oui. Et puis, elles sont discrètes parce que je me dis, elles communiquent pas forcément sur ce qu'elles font, mais elles le font. Et ça, c'est le plus important pour oui, tous. c'est ce qu'on se disait en off au sujet de la marque employeur. Merci aussi pour cette invitation et puis voilà, à bientôt. Merci à vous trois. Bon, il me reste à vous saluer à tous. Merci à toutes les personnes présentes aujourd'hui dans le chat. Vous avez été très actifs comme d'habitude, hyper enthousiastes, engagés. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. On se retrouve d'ailleurs bientôt. On aura un prochain webinaire le 26 mars. Je pense que Culture RH vous mettra le lien. Ben voilà, c'est fait. Trop de rapidité, trop d'inactivité chez Culture RH. Prochain webinaire le 26 mars. On parlera organisation du travail, notamment comment réduire les tâches chronophages et à faible valeur ajoutée. Alors, on parlera digitalisation, ce genre de sujets qui viennent soulager le quotidien des RH. Merci à vous. Très bonne journée. Un bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne Merci journée. à vous.